Alors aujourd'hui nous allons donc pas faire de live reaction tout simplement parce que j'ai reçu un strike en fait sur une vidéo de One Piece, la toute dernière, d'ailleurs celle-ci a été retirée à cause de cela, c'est un strike manuel et pas automatique, donc de ce fait c'est quelqu'un qui a vraiment lu de lui-même vu la vidéo et ensuite l'a mis hors de service. Et en quoi ça concerne Fairy Tail, c'est que Fairy Tail aussi je fais des live reaction. Et donc pour le coup je vais me tenir à carreau, juste pour le moment, mais ça changerait au niveau des vidéos, c'est juste que je ne pourrais pas faire de live directement, vous comprenez. Donc de ce fait, cette fois-ci, il n'y aura pas trop de live reaction pour le coup, ou alors je trouverai d'autres combines, mais bon, c'est pas le plus important. Donc parlons du chapitre en lui-même. Alors dans ce chapitre au début, donc, nous avions Erza donc, qui s'est interposé entre Grey et Natsu, et bon voilà, le Fairy Tail étant ce qu'il est, ça a calmé les deux gars, puisque bon, les deux en fait se sont rappelés de deux scènes différentes. Tout d'abord pour Natsu, la scène de la tour du paradis où donc Erza pleurait que Natsu était en colère contre Jalal parce que voilà, il avait fait une promesse, Yax Kushtanda, je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il avait dit en japonais. Donc en gros, que voilà, il allait lui faire payer d'avoir fait pleurer Erza, car Erza n'est pas normale quand elle pleure, elle n'est pas censée être comme ça. Et pour Grey, c'était la scène où, je sais plus c'était par rapport à quoi en fait. Je sais juste que c'est en gros, quand il était petit, Grey avait vu Erza pleurer et qu'en gros, Erza, il avait déduit que Erza avait besoin de Fairy Tail et que sans cela, voilà, c'était pas Erza, elle pouvait pas continuer. Et donc du coup, elle pouvait pas supporter il pouvait pas supporter donc de voir Erza également pleurer. Ces deux scènes donc faisant écho dans le cœur des deux personnages. Oui, je sais, j'ai l'air de faire ça, d'être ironique en faisant ça, mais loin de là, c'est ce qui se passe vraiment. Donc les deux donc compères, anciens potes, donc redeviennent potes en quelque sorte, puis qu'ils arrêtent de combattre. Et en même temps, donc Erza leur fait un petit discours, un petit monologue qui justement rappelle un autre discours du grand-père, donc de Makarov, à Natsu et à Grey. Puisque le chapitre en fait s'appelle donc Voice, la voix. Et en fait, c'est pas que Natsu et Grey ont entendu une voix d'outre-tombe donc de Makarov qui est censé être mort, mais en gros, le monologue que lâche Makarov entre guillemets est celui justement que Erza est en train de leur donner, est en train de leur dire. Et c'est juste que ça leur a rappelé ce que justement Makarov leur ont certainement déjà dit. Donc c'est quelque chose que Makarov a déjà dit, que là Erza répète, mais justement Natsu et Grey se rappellent du monologue justement dans la voix de Makarov. C'est juste ça, je pense, qu'on essaie de nous faire comprendre. En tout cas, donc ce monologue est assez intéressant puisqu'il parle de la famille en elle-même, comme quoi voilà, parfois il arrive qu'on arrive à se bagarrer, qu'on arrive à se disputer, mais il faut pas non plus tomber dans la violence, dans la haine et carrément dans la violence pure. Donc le fait d'essayer de s'entretuer comme justement elle est en train de le faire donc Natsu et aussi Grey. Donc voilà, c'est une question de famille, en fait, de lien, comme quoi on doit se pardonner et se respecter avant tout. Voilà, donc c'est un petit monologue qui est très intéressant et qui reste dans la ligne justement dans l'esprit de Fairy Tail. Donc voilà, on n'a pas de lien de sang, on est des potes, on est des amis, on est des frères pratiquement. Donc voilà, malgré nos différends, on a quand même des liens, on a vécu des choses et on n'est pas vraiment des ennemis quoi. Donc c'était ça que Makarov leur expliquer. Et Erza termine sur un je vous aime du plus profond de mon cœur, donc dit-elle donc à Grey et à Natsu, tout en les serrant contre elle, comme elle le fait toujours contre son armure, sauf que là, elle a pas d'armure, là, c'est ses boobs, et je vous avais dit un plan boobs par chapitre, et là, c'était le plan boobs, qui valait 10 millions de dollars, exactement, donc elle fait ça, et Natsu et Grey, donc, ont un atterrissage, donc, en douceur, en douceur, donc, sur la poitrine d'Erza, j'ai l'impression d'en parler depuis très longtemps, de la poitrine d'Erza, enfin, néanmoins, donc, c'est une scène qui fait encore une fois écho au passé, comme je vous l'avais dit, aux scènes où, justement, il y avait une bagarre entre les deux, et Erza qui avait ça avec Natsu et avec Grey, enfin, peu importe. Et donc les deux se calment en fait, les deux. Grey, donc sa marque, j'allais dire maudite, mais plutôt sa marque de Devil Slayer disparaît, s'estompe. Même si techniquement il était censé avoir un contrôle dessus, mais bon, voilà, on va dire que à ce moment-là c'était incontrôlable, donc elle s'estompe. Pour Natsu, ses mains de démon, de IND comme ça disparaissent également, il redevient normal, se calme. Limite, il est même surpris que c'est ça qui arrive. Au même moment, t'avais donc Juvia, Lucy, Wendy, Happy et cette salope de Carla, excusez-moi, qui arrivent donc sur place. Les deux s'évanouissent justement en voyant donc leur waifu arriver, donc leur meuf arriver. Je vous avais dit je savais qu'ils allaient arriver et que c'était ça la conclusion du truc. C'est ce qui est passé, c'est ce qui s'est passé. Je veux dire, il y a grève, enfin du Groovia, du Nalu. Qu'est-ce que vous voulez de plus dans ce genre de chapitre? Il manquerait juste du Jerza et c'est bon, on est calé. Il fallait juste une scène entre Erza et Jelal. Oups, super transition. Non, je déconne. En gros. Les deux donc sont évanouis. Et c'est intéressant justement de mettre pour l'instant hors course Grey et Natsu parce que comme ça on va pouvoir s'intéresser à d'autres personnages puisque bon à ce stade-ci je trouvais ça un peu dommage que Natsu qui est révélé comme IND comme ça soit calmé par l'amour et l'amitié. Je veux dire merde c'est le plus puissant des démons de Zeref. Bon on peut justifier cela en disant que voilà tout le pouvoir de IND n'est pas sorti, que c'est juste à cause du trou dans le livre et c'est pas parce que le livre n'a pas été totalement ouvert comme justement le craignait et l'avait interdit donc Ignil lorsque il avait demandé à Natsu de le récupérer face à Margui.
Donc j'imagine que voilà, c'est justifié parce qu'une seule infime partie du pouvoir de Iengi est sortie et Natsu a pu le contrôler. Maintenant, bon, si c'est sous la forme d'une tumeur qui devient de plus en plus agressive dans le corps de Natsu, normalement ça devrait de toute façon revenir, c'est pas un truc inévitable. Mais bon, la magie étant ce qu'elle est, encore une fois, tout est justifiable en disant c'est magique, c'est comme ça, l'amour, les sentiments, tout est lié. Et de toute façon, vous savez, la magie, la magie, la proto-magie, la première magie, c'est quoi? C'est l'amour. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'amour. Donc c'est techniquement un peu la magie la plus puissante du monde, l'amour. Donc avec l'amour, tu peux tout justifier. Voilà, c'est un peu ça la logique dans le manga. C'est pas pour diminuer le manga, mais en fait, c'est juste pour vous dire que le manga l'a dit, le manga l'applique, il n'y a pas d'incohérence, à part le côté un peu invraisemblable, mais ça reste dans l'esprit de Fairy Tail. Voilà, j'essaie juste de relativiser certaines choses. Donc, en dehors de ça et en parallèle, on revoit enfin Jelal et on revoit surtout les membres d'Oration 16, sauf Angel. Mais tous les autres sont là. Donc ils sont en train de combattre Auguste. Putain de merde, ils sont tous contre Auguste. Et moi je l'attends à cette scène. Bon, je sais que je la verrai peut-être jamais, mais j'aimerais vraiment voir tous les matchs de rang S de Fairy Tail en faisant en sorte que Jelal compte pour Mystogan. Les voir face à Auguste. À la manière d'un Madara contre les 5 Kage dans Naruto, tu vois. Je veux voir un Jelal, Laxus, Gildarts, Erza, Miragen affronter Auguste dans un combat à mort, tu vois. Mais bon, je pense que ça va pas se produire donc pour une raison que j'ai expliqué juste après. Néanmoins, donc, les membres d'Oration 16 essaient de le vaincre, mais évidemment, Auguste étant le plus puissant des mecs Spriggan, le roi de la sorcellerie, aucun d'entre eux n'arrive à faire le poids. T'as genre Cobra qui est là, qui essaie d'entrer en mode, tu vois, Kiko Eruzo, Augusto, tu vois, et non, ça marche pas. Ça marche pas contre Auguste. Auguste lui-même peut entendre les pensées de Cobra, donc du coup, il se fait prendre à son propre jeu. Et là, évidemment, t'as Racer qui approche, qui veut jouer de la vitesse avec sa petite phrase fétiche en mode Kotoai, Kotota, tu vois. Genre, ouais, c'est bien la vitesse et c'est fun et tout. Et ben non, en fait, Auguste lui aussi se déplace super rapidement, ou en tout cas prend de vitesse d'une autre manière via la magie. Voilà, il fait croire qu'il se déplace rapidement alors qu'en fait, enfin, peu importe. Mais en tout cas, il arrive également à vaincre Racer. Tu avais Hot Eye qui de toute façon déjà à terre, il a déjà rejoint son frère qui est dans l'autre monde, je sais pas s'il est mort, bon peu importe, mais non il est pas mort. Et t'as aussi Midnight, que d'ailleurs j'adore Midnight, mais bon, faut dire que sa magie, j'ai oublié déjà ce qu'elle était. J'avais compris que sa magie au départ c'était un truc qui pouvait tout repousser, comprimer, machin, mais après, depuis le filler de Fairy Tail qui est techniquement canonique en fait, et donc qui s'applique au manga, je sais plus quelle était vraiment sa magie, mais en tout cas Auguste ça lui fait rien, parce que carrément j'ai l'impression qu'il peut l'utiliser lui-même. Bon, c'est le roi de la sorcellerie, c'est pas franchement surprenant, et c'est bien de voir ça, enfin de voir Auguste pas juste là, présent et pas présent en même temps. Le mec il est là, il dit des trucs, on entend plein de choses de lui, mais franchement on n'a pas toujours l'occasion de voir ses prouesses au combat. La seule fois où il a fait un truc de malade, c'est contre Natsu qui était justement un mage de feu, donc il a pu absorber, limiter l'explosion qu'il avait faite, donc pas impressionnant du coup. Le pauvre Jelal donc est dépassé, il a pas d'option, il sait pas quoi faire. Je me dis effectivement qu'est-ce qui pourrait se passer là pour que ceux-ci arrivent à vaincre Auguste, parce que là ils sont mal barrés, quoi. Il faudrait soit de renfort, soit un power-up sorti de nulle part, mais Jelal je vois pas quel power-up il pourrait nous sortir, à moins qu'on ait les membres des Dolas qui arrivent d'une manière inutile, mais bon ça j'en doute personnellement, ou alors je sais pas moi. Allez, Rusty Rose, allez, tant qu'on y est. Je veux dire, Rusty Rose dans un filler de Fairy Tail qui était très intéressant et qui au final aurait très bien pu se produire, mais qui sait, peut-être justement ça va être appliqué dans le manga et que ça va sortir en genre surprise, et genre, ah oui, mais on était prévenu dans l'animé, on ne savait pas. Parce que de toute façon, il s'est écoulé une année. En une année, Rusty Rose a très bien pu entrer dans Fairy Tail. Pour ceux qui n'ont pas vu le filler, en fait, il y avait un filler où justement Meredy et Jelal qui était encore aveugle après son combat donc contre les membres de Ration 7, eh bien, tombe justement sur Rusty Rose qui essaie de recruter Meredy pour reformer en fait Grimoire Hertz. Rusty Rose, d'ailleurs, avec sa magie de l'imagination, a carrément recréé Azuma et Zancro. Azuma et Zancro, genre presque comme un Historia, tu vois. Il a recréé donc les deux. Bon, le niveau de puissance, j'en sais rien, mais en tout cas, il a refait les deux et qui pouvaient utiliser la même magie que les originaux. Et justement, avec ça, il était de taille justement à pouvoir affronter des puissants mages. Bon, il est tombé sur Tartaros et il s'est fait exploser à la gueule par Kyoka. Bon, c'était un peu facile pour le coup, c'était fait exprès, même si je doute que Oristeros aurait pu facilement se faire avoir. Mais enfin, soit, peu importe. En tout cas, Rusty Rose, après on lui a proposé, voilà, tu peux rejoindre Crime Sorcière, puisque à ce moment-là, en fait, t'as les membres d'Oration 16 qui sont arrivés pour aider Jelal et les autres. Donc voilà. Et du coup, le revoir justement là, aider, ça pourrait être pas mal. Sa magie d'imagination, la première fois qu'on l'a vu, enfin moi je l'ai vu en tout cas, la première fois que j'ai entendu parler de sa magie en manga et tout, j'étais là, putain de merde, c'est une magie ultra abusée, bordel de merde. Une des magies les plus dingues du truc. Historia c'était assez abusé, mais là, la magie de l'imagination, merde, ça a aucune limite techniquement. Il y a des conditions apparemment par rapport à la magie, des trucs qu'il faut respecter, mais s'il a pu créer quelqu'un comme Synchro ou même Azuma comme ça librement à la Historia, bah, il peut le refaire encore. Il peut le refaire. C'est presque meilleur que Historia presque. Enfin, presque entre guillemets, hein, parce que bon, voilà, il faut pas non plus déconner. Mais en tout cas, c'est une magie extrêmement dangereuse. Et contre quelqu'un qui a une magie sans limite, genre Auguste, le roi de la sorcellerie, quoi de mieux que quelqu'un qui puisse utiliser la magie de l'imagination, qui n'a justement techniquement aucune limite, si ce n'est l'imagination. Bon, après, maintenant, je me dis, bon, c'est pas Rusty Rose qui va buter Auguste, mais bon, il va forcément peut-être filer un coup de main, s'il vient. S'il vient. Bon, mettons de côté cette idée, en dehors de ça, Jelal, à part se sacrifier, utiliser une magie incroyable,
là je n'ai pas tellement d'idées. Oh non, s'il vous plaît, ne me le transformez pas en Devil Slayer ou un truc comme ça sert absolument à rien. Enfin, non, je vois venir le coup du power-up caché inutile. Non, franchement, je vois pas pour le coup ce que ça pourrait être, à moins que Jelal se disant, voilà, je dois tuer Zeref, c'est notre but, je deviens un God Slayer. Tu as vu que Zeref c'est comme un dieu, bah je deviens un God Slayer. De quel élément? J'en sais rien, un God Slayer enfin pas du feu, mais... Bon, je sais pas de quel God Slayer il pourrait devenir, mais enfin bon, c'est des idées un peu à la con là que je lâche, donc on va mettre ça de côté. En parallèle donc de Auguste qui affronte Horation 16, on a justement l'autre plus puissant membre de Spriggan, femme, donc Eileen, qui arrive sur le champ de bataille devant Erza et les autres. Eileen donc qui voit Erza en disant ah ça fait très longtemps Erza qu'on s'est pas vu, et Wendy fait directement le rapprochement genre ah elle ressemble à Erza et tout. Et Erza ne reconnaît pas Eileen, elle ne l'a jamais vue. Et donc Eileen dit les mots suivants, je suis toi et tu es moi. Voilà, donc ça veut dire que je suis toi et toi tu es moi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Première idée. Il y a très longtemps, on m'avait dit est-ce que Eileen ne serait pas une Erza venue du futur? Et je réfute, je pense pas, j'aimerais pas en fait non plus. Pourquoi? Premièrement, pourquoi pour Eileen pourrait être quelqu'un du futur? En fait, l'idée principale qui avait été lâchée, c'était que lorsque Eileen avait affronté Acnologia et qu'il avait utilisé sa magie contre lui, Acnologia avait dit ouais c'est une magie New Age, bon j'exagère le terme, mais on va dire que c'est une magie d'une autre époque, genre tu n'es pas d'ici, c'est une magie que t'as inventée ou quoi. Et c'est ce que moi j'avais déduit que c'était juste que Eileen était tellement douée, mais t'as vu les magies qu'elle utilise en même temps, qu'elle arrive à utiliser des magies qui n'ont été jamais utilisées autre part, donc c'est la première fois que Acnologia voit ça. Et Aknologia, il a vécu 400 ans, donc des magies, il a dû en voir des masses, tu vois, il a dû en voir des masses. Et une magie comme cette d'Eileen, bah, il l'a pas connue parce que Eileen est spéciale, Eileen est super forte. Eileen a inventé des magies, limite, tu vois. La meuf est capable d'influer de la vie dans des armes avec sa magie, donc pourquoi pas. Bref, donc, et de ce fait-là, c'est pour ça en fait que Eileen ressemble à Erza, parce que c'est Erza du futur en mode maléfique. Et j'aime pas cette idée parce qu'on a déjà eu ça avec Future Rogue. Et c'était presque nul à chier. Futurog a eu une féritélisation à la fin. Et si c'est le cas, ça veut dire que Eileen aussi. D'un autre côté, on pourrait se dire aussi, mais attends, comment Erza est passée d'une fille aimante la guilde, qui aimait la guilde et l'amour et l'amitié, mais la représentation ultime de la femme de Fairy Tail, à Eileen qui est carrément appelée le désespoir écarlate, tu vois. Et fait, en plus, Eileen, si techniquement c'était Erza, elle aurait pu se souvenir et se rappeler de plein de trucs concernant Mavis ou Natsu, Grey et les autres, mais en fait non, à aucun moment tu la vois agir comme si elle était au courant de tout cela. Au contraire, je pense pas du tout que ce soit ça. Maintenant, il est possible que Eileen ait eu un passé douloureux, voilà, parce qu'on l'a bien vu qu'à chaque fois qu'elle est en face de quelqu'un, elle rappelle cet élément, elle remet en avant le côté, voilà, euh, que, que les liens sont fragiles en fait. Quand elle a transformé par exemple Isui, donc la fille du roi, en souris, je crois que c'était ça, il avait dit voilà, est-ce que tu peux encore l'aimer dans son état, etc. Et elle était face au roi qui disait bien sûr que je l'aime encore, c'est ma fille, même peu importe son apparence, et ça faisait chier Eileen justement, tu vois. Ça la faisait chier que quelqu'un puisse aimer quelqu'un d'autre malgré son apparence, malgré son état. Donc il y a certainement un truc dans le passé d'Eileen qui renvoie justement à un passé de quelqu'un qui l'a peut-être abandonné, ou un côté de solitude, quelqu'un qui justement la rejetait, ou des gens qui la rejetaient à cause peut-être de son apparence, ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Et c'est pour ça que je vais vous dire la chose suivante. Il est possible, en fait, que, je l'avais dit il y a longtemps, imaginez que Erza soit en fait une création de Eileen. Je l'avais dit pour déconner il y a longtemps, et je vais essayer de retrouver l'extrait si ça s'avère vrai, mais si vous vous souvenez, j'avais dit qu'il était possible que de la même manière que Eileen avait enchanté des épées pour que ça devienne des mages, il était possible que Erza soit aussi quelque chose qui a été enchanté et qui est devenu quelqu'un. Donc en gros, Erza aurait très bien pu être, je sais pas, un objet, peut-être même une partie du corps de Eileen, d'où la cicatrice qu'elle possède justement comme ça sur le ventre, et que à ce moment-là, donc Erza soit devenue, enfin cette chose-là qui donc Eileen a insufflé la magie, là, sa magie, bah, est devenue Erza, expliquant que la première magie, la magie de Erza qui s'est révélée en elle à la Tour du Paradis, soit une magie où elle pouvait contrôler des épées, comme si les épées étaient vivantes ou ensorcelées. Bah, c'est une extension de la magie de Eileen qui peut insuffler de la vie dans des objets, dans des choses. Bah là, Erza contrôle des choses inertes avec sa magie, il peut les manipuler, tu vois. Bon, après en allant plus loin, elle peut appeler des armures à elle et ainsi de suite. Mais bon, vous comprenez l'idée, quoi. Je veux dire, la première magie de Erza, c'était pas invoquer des épées, parce qu'au final, c'est de la magie dimensionnelle où elle invoque des épées. Au début, elle contrôlait ses armes, tu vois. Elle contrôlait ses armes, elle les invoquait pas, elle contrôlait les armes qui étaient à terre, elle pouvait les manipuler, ainsi de suite. Tu vois. Bref, donc pour compléter la théorie, il est possible donc en fait peut-être que Eileen avait un enfant mort-né, qui sait, et qu'elle a essayé d'insuffler de la magie dans cet enfant mort-né pour le ressusciter. Peut-être que cet enfant est mort parce que des villageois la rejetaient parce que c'était une sorcière, tu vois. Elle était terriblement puissante et faisait peur à tout le monde, comme Mira Jane quand elle était jeune. Voilà. Et que voilà, pour sauver la vie de son enfant, elle a insufflé de la magie. Donc peut-être ça c'est la théorie de la mère. Maintenant si c'est la théorie de la sœur ou quoi, bon au final elle dit bien je suis toi et toi tu es moi. Donc Erza, c'est pas une question juste de famille, c'est vraiment un lien de Erza qui est vraiment ultra connecté à Eileen. D'où justement le côté que Eileen ait insufflé sa magie en Erza. C'est pour ça que donc Erza, c'est la magie de Eileen, donc c'est Eileen. Et Eileen est Erza, puisque c'est la même magie qui les contient, puisque voilà, peut-être elle a pris peut-être une parcelle de son corps. Pourquoi Erza plus spéciale que les autres? Parce que justement, peut-être que Eileen se sentait seule et voulait créer une autre personne
qui puisse l'aimer, qui puisse voilà, lui donner un amour qu'elle n'a jamais eu, qui sait, je sais pas, et donc a créé cette entité très spéciale qui était Erza. Maintenant, comment ça se fait que les deux se sont séparés? Bah qui sait, peut-être que il s'est passé un accident qui fait que Erza a été séparée. Au final, on n'a jamais vraiment su comment Erza est arrivé dans le village Rosemary où justement Kagura se trouvait, mais Erza semble se rappeler de son enfance. Maintenant, à quel point se rappelle-t-elle de son enfance? Je pense pas qu'elle se souvienne de grand chose. Je sais même pas s'il avait parlé de ses parents au départ. C'était peut-être des parents adoptifs au final, donc ce qui voudrait dire que le corps de Erza a été trouvé quelque part. Donc voilà, ça concorde un peu. Donc par rapport à Eileen et Erza, je pense que ça va vraiment plus loin alors que l'aspect frère, enfin l'aspect sœur, sœur ou mère-fille, tu vois. Il y a un côté qui va bien plus loin et je pense que vraiment l'indice qui va résoudre ce puzzle, c'est par rapport donc à la magie d'enchantement de Eileen qui peut donner la vie. Voilà, d'où justement que Nineheart a ressenti la même chose que chez Erza que chez Eileen, c'est parce que justement Erza a la magie de Eileen, expliquant justement toutes les prouesses magiques de Erza, c'est parce qu'elle a le potentiel et la magie d'Eileen qui elle-même est une puissante, si ce n'est la plus puissante sorcière du manga. Euh, voilà, donc ça expliquerait l'apparence et tout le reste. Voilà, bon, ce n'est qu'une idée, donc on verra ça par la suite. Donc, mais l'idée aussi, c'est vrai maintenant que j'y pense, peut-être de Edolas, une version Edolas, imaginez en fait c'est Erza Nightwalker qui a été recruté par CRF, non je pense pas. Ça il faut oublier aussi parce que Erza n'a aucun intérêt à venir à Earthland. Elle a déjà l'endroit, le royaume qu'elle doit servir, protéger, limite dominer, allez, tant qu'on y est. Et de toute façon, Mistogan est là, tu vois. Si tu avais Erza Nightwalker pardon, qui est allé sur Earthland, je pense qu'on l'aurait su, tu vois, on l'aurait su. Donc voilà, sans pas oublier Edolas aussi. Cependant, par rapport à Edolas, il est possible qu'on voit l'équivalent de Ignil ou Metallicana, voire même Acnologia, en forme Edolas sur Earthland. Parce que bon, Polyushka était un dragon en forme humaine. On avait déjà eu aussi Ichiya qui était en fait un Ekshid à Edolas. Donc revoir justement Ignil peut-être en humain, pourquoi pas. Certains avaient dit ouais en fait Rakai Dragnil en fait c'est justement Ignil, mais Edolas. Mais ce serait pas très logique parce que faut un minimum. Ouais, en fait, il faut une ressemblance au niveau de la voix. Vous allez trouver ça con comme détail, mais Rakai a l'air super jeune. Lui filer la voix de Ignil, qui est quelqu'un d'assez âgé, ça correspondrait pas trop, tu vois. Je sais, ça a l'air con, mais voilà. C'est juste un détail. Je pense pas que Rakai soit vraiment Dragnil, des Dolas non plus. Je pense que Rakai c'est plus une expérimentation, un clone ou peut-être vraiment un mort-né, le corps du père, Saint-Esprit. Je sais pas du tout. Franchement, Rakai c'est un peu trop tôt. Il y a juste sa magie qui donne un indice éventuellement, qui est presque le contraire de celui de Zeref. On a l'impression que la magie de Rakai donne la mort dans le plaisir, alors que Zeref donne la mort. On donne la mort tout court, quoi, dans la peine, dans la peur, etc. Bref, voilà les gens, c'est tout ce que je voulais dire donc par rapport à ce chapitre aussi. Que pensez-vous donc de la révélation par rapport à Eileen? Que pensez-vous de la scène donc de retrouvailles avec les autres? Comment pensez-vous que Jelal va pouvoir affronter Auguste? Donnez-moi votre avis, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail les gens. Allez, ciao ciao. Bonne soirée.